Je vous le dirai pas pendant, mais je suis évidemment très honoré de vous avoir en face de Ça me fait moi. très plaisir d'être Ça me avec fait vous. bien plaisir. La salle de lecture. Pierre Lemaître, rebonjour. Rebonjour. Nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de ce podcast en forme d'interview un peu atypique, dont je rappelle le principe. Vous avez étalé sur la table devant vous des enveloppes. Dans chacune de ces enveloppes se trouve une question relative à l'origine de ce podcast, c'est-à-dire la naissance de votre dernier enfant-livre, le silence et la colère. Des questions postpartum donc, qu'il vous faudra, s'il vous plaît, lire pour nos auditeurs à haute voix avant d'y répondre de même ou pas. Eh bien, alors allons-y, je prends une première enveloppe. Je remarque que toutes ces enveloppes possèdent le logo de la salle de lecture, logo rouge, comme ça on a l'impression que toutes sont menaçantes. Alors, qui coupe le cordon et qu'advient-il du placenta? J'ai appris qu'il y a des gens qui le mangent parfois. Je pense que c'est l'éditeur. Bon, c'est l'éditeur, c'est-à-dire que il y a un moment où l'éditeur vous dit ça y est, c'est dans la boîte. Ça s'appelle le bon à tirer, le BAT, comme disent les professionnels. Donc l'équivalent du cordon, c'est le BAT, c'est-à-dire le moment où l'éditeur pense que votre livre est stabilisé, vous avez effectué les corrections qui étaient nécessaires, votre livre, au fond, ne gagnera plus à continuer d'être choyé. Et au fond, vous allez plus l'abîmer qu'autre chose. C'est comme une grossesse qui se prolongera trop longtemps. Il y a un moment, il va falloir provoquer l'accouchement. Donc, avant d'en arriver là, le mieux, c'est d'accoucher. Et donc, le moment du cordon, c'est, je crois, le moment où l'éditeur me dit c'est bien, voilà, maintenant on peut mettre en fabrication. Alors, qu'advient-il du placenta? Alors, ce que moi j'entends par placenta, c'est tout ce qui m'a servi à la préparation, et notamment la documentation. Alors, tout ça part à la bibliothèque. C'est-à-dire que j'ai une soixantaine de livres qui m'ont servi à préparer. Tout ça, je le donne à la bibliothèque municipale. Elle en fait ce qu'elle veut. Les carnets qui m'ont servi à travailler, je les garde. Il y a généralement 2 carnets de 300 pages par livre. Donc j'ai 2 carnets, j'ai environ 600 pages de notes. Je les conserve. Je ne sais pas à quoi ils serviront. Enfin, je les conserve. Je ne vois pas très bien de qui ça pourrait faire le bonheur. Et puis, les pages imprimées qui ont été des rushs, les moments où j'ai imprimé une note de ma collaboratrice Camille Clairet, avec qui je travaille, une historienne. Ces notes qu'elle m'a faites, que j'ai dû imprimer pour retravailler dessus, ou des passages de chapitres que j'ai imprimés pour pouvoir les corriger. Bon, tout ça fait une grande somme de papier. Alors, c'est du papier que je mets au compost et que je fais recycler. Voilà, donc c'est un triple placenta. D'un côté, la documentation livresque, de l'autre côté, les impressions, les rushs et les impressions. Et puis, ce qui reste, ce sont les carnets. Je ne conserve finalement que les carnets. Moi, j'avais cru comprendre quand même qu'après la naissance de votre livre, vous gardiez quand même beaucoup l'œil dessus et vous continuiez à écrire des petits mots jusqu'à la lecture. Oui, alors c'est une impression un petit peu trompeuse. C'est en fait comme si, une fois que j'ai accouché, le bébé est grand, ça y est, il est là, quoi, il n'y a plus rien à faire, mais je peux quand même encore le repeigner un petit peu. Vous voyez, je peux encore faire 2-3 petites choses, mais ça reste à la marge. Quand j'enregistre le livre lu, je me rends compte d'un certain nombre de choses que j'ai envie de corriger. Ici, un mot, enfin, ce sont vraiment des babioles, c'est vraiment le dernier coup de peigne avant la photographie de naissance à la maternité. Mais au fond, si je disais oui, je continue de corriger, j'aurais l'air d'être obsessionnel, ce que je suis, mais pas avec ces bébés-là. Je pense qu'une fois qu'il est terminé, bon, si on a encore la possibilité de corriger une petite chose pour la version du livre de poche, on le fait. Mais enfin, c'est vraiment the finishing touch, comme disent les Anglais. Vous avez remarqué quand même, Vincent, que pour l'instant, je ne me suis pas dérobé. Il n'y a aucune question dont je vous ai dit, celle-ci, je n'en veux pas. Alors, peut-être celle-ci. Alors, voici la question. Vous préférez mettre votre livre au monde
de façon naturelle, responsable, éco-bobologique, accroupi dans votre jardin ou plus confortablement dans une clinique avec péridurale. Alors j'ai décidé que je ne me déroberai pas, donc je ne vais pas me dérober. En ce qui concerne le livre, je suis fondamentalement un artisan. Donc, mais je suis aussi un homme de mon siècle. Donc, j'ai envie de dire, j'ai un accouchement le plus naturel possible, mais enfin, je fais quand même appel aux outils que la technologie m'offre. Donc, j'utilise l'ordinateur, j'utilise les moyens... J'utilise un logiciel spécialisé dans l'écriture, je fais des tableurs sur mes intrigues et sur mes personnages. Donc, j'utilise de la technologie, mais je ne laisse pas la technologie prendre ma place et je ne laisse pas la technologie faire l'enfant à ma place. Donc, en fait, c'est un mélange, je pense, assez intime des deux. Il y a quelque chose de très naturel, à savoir que j'écris beaucoup à la main, j'avance tout seul, j'écris moi-même mes livres, mais en même temps, je ne refuse pas les collaborations, je ne refuse pas l'avis des autres, et je ne refuse pas non plus les outils technologiques. Donc, j'ai l'impression que c'est un équilibre plutôt sain. Je ne suis dépendant ni de l'extrême naturel, ni de l'extrême technologie. Mais dans cette notion d'accouchement éco-bobologique, il y a aussi cette notion de nécessité de ressentir l'accouchement. Pour certains, ils ont besoin d'avoir mal, en fait, quelque part. Oh, écoutez, moi, vous savez, j'ai des grossesses très longues. Hein. Ordinairement, une femme met à peu près 9 mois pour un bébé, mais moi, j'en mets 18. Enfin, en même temps, c'est un bébé qui est un livre, donc les choses ne sont pas tout à fait pareilles. Donc, quand vous avez porté pendant 18 mois, avec tout ce que ça suppose, on en a discuté dans l'épisode précédent, de nausées, de bonheur, hein, de jubilation, mais aussi de douleur, de fatigue. Quand on arrive au bout, on n'a pas envie de souffrir plus. Donc voilà, moi je ne souffre pas. Une fois que le cordon est coupé, je suis content d'être soulagé. Est-ce qu'il existe des livres malchanceux qui naissent avec des handicaps ou des maladies incurables ? Si oui, est-ce lié à la génétique ? Alors, il y a 2 questions. Est-ce qu'il existe des livres malchanceux qui naissent avec des handicaps ou des maladies incurables ? Alors oui, ça m'est arrivé de me rendre compte qu'un livre souffrait d'une malformation génétique. Mais c'était trop tard, il était là. Je regrette, ça n'est pas un bon livre. Je ne vous dirai pas lequel c'est, il faudrait que ceux qui nous écoutent aillent à la pêche. J'ai fait un livre dont je ne suis pas fier, parce que je pense que c'est un roman qui n'était pas très bien construit, pas très très bien fait, et je pense qu'il fait partie de ceux auxquels votre question fait référence, qui sont des maladies incurables. Alors incurables parce qu'une fois que le livre est sur le marché, une fois qu'il est dans les librairies, les gens le lisent, et vous serez aussi bien jugé par vos bons livres que par ceux qui sont moins bons, et ce n'est que justice, puisque dans ce domaine-là, c'est toujours le lecteur qui a raison et qui a le dernier mot. Alors, est-ce lié à la génétique ? Alors ça, je veux croire que non. Je veux croire qu'on ne fait pas des mauvais livres parce qu'on est mauvais. Je ne veux pas croire qu'on fait des livres mal ficelés parce que soi-même, on n'est pas d'équerre. Donc je pense que simplement, il y a des accidents génétiques qui surviennent de manière hasardeuse et inopinée, ce qui est la définition même de l'accident génétique, et que vous n'y pouvez rien. En fait, je mens un peu et je triche parce qu'on y peut toujours quelque chose quand on s'en aperçoit avant la publication. Mais il arrive qu'on s'en aperçoit qu'après. Ça n'est pas mon cas. Je m'en suis rendu compte avant la publication, mais c'était trop tard. Le bébé était là. Il fallait qu'il prenne son envol. Voilà. Je ne sais pas si ça vous satisfait beaucoup. Mais vous avez parlé de maladies incurables dont vous seriez responsable. Mais est-ce qu'il n'y a pas des livres qui naissent simplement au mauvais moment, quand il ne faut pas, et que finalement, ils ne sont pas malades d'eux-mêmes, mais de l'environnement dans lequel ils naissent ? Ça ne m'est pas arrivé. Ça ne m'est pas arrivé. Je comprends votre question, mais ça ne m'est pas arrivé, ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis extrêmement anticipateur. C'est-à-dire, en fait, c'est mon caractère, c'est mon tempérament. J'anticipe toujours beaucoup. J'ai toujours une journée d'avance, un mois d'avance, un an d'avance. Je suis toujours en train de penser à ce qui va arriver après. Et donc,
je prépare beaucoup, ce qui fait que le genre d'accident auquel vous faites référence est assez rare quand on a une préparation comme celle-là. C'est assez rare. Enfin, moi, ça n'est pas arrivé, quoi. Une question postpartum, et donc, naturellement, comme d'habitude, c'est un papier sur lequel il y en a deux. Première question, est-ce qu'il existe une forme adolescente du livre, une révolte contre le père? Et seconde question, peut-être même ensuite un départ, pourquoi pas dans un autre pays, et un livre qui devint lui-même petit à petit un étranger. Alors, j'espère que mes réponses sont faciles à comprendre parce que vos questions ne le sont pas toujours. Je comprends même pas ce que j'écris. Oui, mais vous n'êtes pas le seul. Hein. Nous sommes déjà deux autour de cette table. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui doivent penser la même chose de vous. Alors, je répète donc la question postpartum. Est-ce qu'il existe une forme adolescente du livre, une révolte contre le père? Alors, encore une fois, bien de mes confrères et de mes consoeurs répondront sans doute autrement, mais en ce qui me concerne, je ne le permettrai pas. Je ne permettrai pas la révolte adolescente. Ça voudrait dire que le livre se révolte contre vous, et ça c'est une chose que je n'accepte pas. J'entends rester le patron dans la maison, et que les personnages fassent ce que je leur demande, les personnages ne m'échappent pas, les personnages ne font pas quelque chose que je ne veux pas, j'entends être le patron, et le personnage qui décide d'avoir un petit peu d'autonomie est immédiatement licencié sans indemnité. Je suis sur ce plan-là un patron de combat et j'entends rester le maître de ce que je fais. Peut-être même ensuite un départ dans un autre pays et un livre qui devient lui-même petit à petit un étranger. Je ne m'en plains pas parce que je suis toujours en grossesse d'un autre enfant. Un clou chasse l'autre. Je suis une mère très narcissique sur ce plan. Je ne souffre pas du fait que les enfants me deviennent étrangers. J'espère que tous les gens qui vont nous écouter ne vont pas isoler une petite phrase pour les mettre sur les réseaux sociaux. Ce serait de la malveillance et je suis certain que personne ne s'y avisera. En tout cas, mes livres peuvent me paraître étrangers et je crois plus ils sont anciens, plus ils me semblent étrangers. Je n'ai jamais eu l'occasion de le vérifier, mais quand je repense à mes premiers livres, ils sont effectivement loin de moi, bien loin de moi. Et très, disons, au premier degré sur l'aspect étranger, qui n'est pas dans cette question, mais c'est donc une troisième question dans les deux déjà incompréhensibles, c'est les traductions. Quelle est votre relation avec un livre que vous avez qui est traduit dans une langue qui n'est pas la vôtre? Alors, la question de la traduction est une question extrêmement complexe. Il faut admettre que vous allez être traduit dans des langues que vous ne maîtrisez pas, et donc vous n'avez aucun moyen de savoir si la traduction est fidèle ou pas fidèle. C'est pas quelque chose qui me soucie. Je n'ai pas une telle estime pour ce que je fais que j'en sois à penser qu'on ne doit pas changer une virgule. Enfin, oui, tout ça me paraît un peu ridicule. Je sais que j'ai des confrères qui sont très attentifs à ça, mais ils ont peut-être une idée de leur travail différente de la mienne. Moi, j'agis avec beaucoup de modestie. C'est comme c'est. Je pense que les traducteurs font ce qu'ils peuvent, du mieux qu'ils peuvent. On tombe bien, on tombe pas bien, ça, personne ne peut le dire. Mais je vais vous raconter une petite anecdote quand même, pour vous montrer quand même quelle distance je peux avoir par rapport à la traduction. Il s'est trouvé que l'un de mes premiers romans a été traduit en japonais. Alors, j'étais très, très, très heureux. C'est un de mes tout premiers romans. Et donc, être traduit en japonais, vous imaginez la joie que c'était. Puis pour moi, je trouvais ça extraordinairement exotique. Et j'apprends que le traducteur japonais habitait Paris, donc je le contacte et je lui dis on pourrait boire un café ensemble, ça. Bon. Et je me retrouve en face d'un monsieur alors extraordinairement japonais. C'est plus japonais que ça. Je ne sais pas ce que ça pouvait être. Il était vraiment fondamentalement, il était génétiquement japonais. Bon. Et il ne parlait pas un mot de français. Donc on a bu un café, et alors, entre moi qui n'avais pas grand-chose à lui dire et lui qui ne comprenait pas mes questions, le dialogue a été assez embarrassé. Et je ne comprenais pas comment quelqu'un qui ne parlait quasiment pas le français avait pu être le traducteur d'un de mes livres. Et donc je suis rentré à la maison et j'ai dit à mon épouse, écoute, j'ai vécu une aventure assez incroyable. Et puis j'ai compris, quelque temps après, qu'en fait, c'est assez fréquent que les traducteurs soient excellents à l'écrit, mais très mauvais à l'oral.
Pourquoi ? Parce que au fond, ils ont relativement peu d'interaction avec la langue orale, parce que dans leur pays, ils discutent peu avec les Français, mais ils ont une langue écrite excellente. Et d'ailleurs, quand j'ai échangé des mails avec ce traducteur, il avait un français extraordinairement correct et très bon, vraiment un très très bon. Et là, quand je suis rentré, je me suis dit, au fond, je ne sais pas ce qu'il a compris de mon texte, et comme je ne savais pas encore qu'il était très bon à l'écrit, sans être très bon à l'oral, je me disais, peut-être qu'au fond, ce livre en japonais est devenu un manuel de jardinage ou un roman pornographique. Peut-être que et cette idée me plaisait beaucoup, que ce que je croyais avoir écrit sous la forme d'un roman noir soit dans un pays étranger quelque chose de totalement différent. Je trouvais ça merveilleusement créatif. Donc c'est vous dire que vraiment les enfants peuvent partir à l'étranger. Je leur souhaite bonne route. Pierre Lemaître, merci. Nous allons conclure ici ce second épisode en invitant nos auditeurs à écouter la suite, bien sûr, mais surtout à découvrir Le silence et la colère aux éditions Kallmann Lévy. C'était Pierre Lemaître dans la salle de lecture. À bientôt. La salle de lecture.